bonjour à tous. Donc, question compliquée. Donc, je vais vous présenter l'étude qu'on a conduite pour essayer d'y répondre. Alors, d'abord, quelques éléments de contexte. La survie des porcelains en maternité, c'est un enjeu technique, économique et sociétal majeur. Et la mortalité, en effet, reste élevée, supérieure à 20% dans bien des cas. Elle est surtout très variable selon les élevages. Et même si les facteurs de risque sont connus et ils sont variés en lien avec les tailles de portée, les caractéristiques des porcelets ou des truies et les pratiques d'élevage, mais leur maîtrise n'est pas si simple en élevage, en particulier dans les troupeaux très prolifiques. De plus, récemment, comme on l'a vu ce matin, de nouveaux types de maternité sont apparus et des questions et des interrogations se posent sur l'impact de ces maternités alternatives sur les risques de mortalité des porcelets. Donc, l'objectif du travail était d'analyser la variabilité des résultats des élevages français à partir de données récentes et d'essayer de rechercher et de caractériser les profils d'élevage qui pourraient concilier le mieux les performances de sevrage, de survie et de prolificité. Enfin, il s'agissait aussi d'essayer de prendre en compte la diversité des modes d'élevage et des équipements en maternité. Alors, les données sur lesquelles on a travaillé sont des données de gestion technique des troupeaux de truies issues du dispositif GTPOR géré par l'IFIP. On a utilisé les résultats moyens de 1013 élevages qui ont participé au calcul des références en 2022. Donc, il s'agissait de critères calculés, les tailles de portée, sevrés, nez totaux, nez vivant, des critères de mortalité habituels, les pertes sur nez totaux, sur nez vivant, les morts-nés, les momifiés. Des critères relatifs à la gestion d'allaitement, le taux de nourrice et d'allaitement artificiel dans les élevages, plus d'autres critères. Je ne vais pas vous présenter en détail tous ces critères aujourd'hui, ils sont dans le document, dans le papier. On avait aussi à notre disposition des caractéristiques d'élevage qui sont dans le dispositif GTPOR, comme par exemple la région, la taille des élevages, le mode d'élevage, conventionnel versus biologique, plein air versus bâtiment, maternité collective. Et pour les besoins spécifiques de ce travail, on a enquêté auprès des apporteurs de données pour avoir des informations sur la présence de cases Misbah Liberté dans ces élevages, dans certains élevages, et ou la présence d'ascenseurs. Alors, l'analyse des données a été réalisée avec le logiciel R. Alors, on a procédé, il s'agissait d'établir une typologie. Donc, on a procédé en plusieurs étapes habituelles, assez classiques. Donc, analyse de corrélation, ACP, analyse factorielle de données mixtes, puisqu'on avait des données quantitatives, 15 variables quantitatives, et des données qualitatives, actives. Certaines variables avaient des modalités qui les rendaient peu représentées. C'était le cas des cages ascenseurs ou des maternités liberté. Donc, elles ont été ajoutées dans l'analyse comme variables supplémentaires sans contribution spécifique. Enfin, on a réalisé une classification hiérarchique ascendante consolidée avec une classification Kamins. Ça, c'est pour les spécialistes des statistiques, que je ne suis pas, à vrai dire. Le nombre de groupes a été déterminé après l'analyse des variances et des contributions de nos variables d'intérêt qui concernaient les tailles de portée, les sevrés et les critères de mortalité. Et enfin, on a caractérisé les groupes issus de cette typologie en les comparant entre eux. Voilà. On a aussi fait une analyse sur un sous-échantillon concernant les élevages qui sèvrent le plus, mais je ne vais pas vous présenter ces résultats-là qui sont assez comparables à ceux de la typologie générale. Alors d'abord, quelques éléments de résultats moyens de l'échantillon en 2022. Donc, pour information, donc en moyenne en 2022, les élevages produisaient 16,7 nez totaux par portée, 15,4 nez vivants, ce qui correspondait à 13 sevrés par portée, soit une forte progression au cours des 10 dernières années. Les pertes étaient élevées, 21,6% sur les nez totaux et 15,1% sur les nez vivants. Alors, la figure de droite nous montre la progression des nez vivants et des taux de perte sur nez vivants au cours des 20 dernières années. Donc, on voit une accélération simultanée de la prolificité, mais aussi des pertes. Voilà, ce qui contribue à éroder le bénéfice, quelque peu, le bénéfice de la prolificité dans certains élevages.
Alors on observe des écarts importants entre les élevages. Les critères qui ont les plus de variabilité, illustrés par le coefficient de variation, sont les taux de mortalité, avec des CV supérieurs à 24%. Les tailles de portée ont des CV un peu plus faibles. Voilà. Vous voyez aussi que le tiers supérieur des élevages a des performances de sevrage assez élevées, supérieures à 13,5, voire les 10% supérieurs, Sèvres 14 porcelets. Voilà. On voit aussi que dans le temps, entre 2002 et maintenant, 2022, l'écart de nombre de sevrés entre les meilleurs élevages et les moins bons se creuse. Donc on a l'impression que les élevages aujourd'hui ont de plus en plus de difficultés à sevrer qu'en 2002. Lorsqu'on regarde les corrélations entre les sevrés, les prolicités et les pertes sur l'échantillon général, donc on va regarder la colonne de gauche, donc le nombre de sevrés, il est corrélé favorablement aux tailles de portée, nez totaux, nez vivant, et tout à fait en bas, la case verte, à la fréquence des nourrices ou de l'allaitement artificiel en élevage. Mais les grandes portées, finalement, elles ont un rôle ambivalent pour expliquer la variabilité des performances de sevrage, parce qu'on voit en même temps que ces grandes portées sont associées à des pertes plus élevées. Voilà. Alors la typologie globale, qu'est-ce que ça a donné? Donc notre analyse a permis d'expliquer 63% du jeu de données grâce à 6 dimensions. Et la classification a permis de distinguer 5 groupes d'élevage statistiquement différents. Alors, selon les groupes, 8 à 16 variables contribuaient à expliquer ou à définir les caractéristiques des groupes. Donc là, je vous ai présenté par ordre décroissant la contribution des variables quantitatives les plus importantes. Alors, on voit que la première, c'est le taux global de nourrice plus allaitement artificiel. Viennent ensuite les tailles de portée et d'autres critères. L'âge au sevrage intervient aussi. On a d'autres variables qui ont des contributions plus faibles, mais qui sont aussi dans le modèle, dans la typologie. Les variables quantitatives qui contribuent sont listées là. Je ne vais pas vous les passer en revue parce qu'on va les voir en décrivant les groupes qu'on a identifiés. Alors, quels sont ces groupes? Donc, ces 5 profils, finalement, il se trouve qu'ils sont classés en fonction de la taille des portées sevrées. Ils se classent naturellement en fonction de la taille de portée sevrée. Et les 5 profils correspondent à des combinaisons différentes de ces 3 variables, sevrée, prolificité, perte. Ça tombe finalement très bien parce que ça correspond à la question qu'on se posait. Alors, le groupe 1. Alors, le groupe 1, il est tout petit. On avait 14 élevages dans ce groupe 1, 1% de l'échantillon. C'est le groupe qui a la taille de portée sevrée la plus faible, 11,4 porcelets. Mais c'est un groupe dans lequel les tailles de portée sont très élevées. Elles sont tout à fait comparables à celles qu'on va trouver chez des éleveurs qui sèvrent beaucoup plus. Dans ce groupe-là, on a des taux de perte qui sont les plus élevés dans la typologie et des performances de reproduction qui ne sont pas fantastiques. On a très peu de truies nourrices. Ce sont des élevages plutôt petits qui sont situés hors Bretagne et vous voyez tout de suite, ce sont assez souvent, le plus souvent, des élevages en plein air ou biologiques. Et on a bien sûr des maternités liberté qui sont liées au cahier des charges biologiques. Le groupe 2. Alors le groupe 2, on a 42% des élevages dans ce groupe, donc déjà un peu plus de monde. Vous voyez que la taille de portée sevrée, finalement, elle est tout à fait comparable à celle du groupe 1. Elle n'est pas excellente. Et là, les tailles de portée ne sont pas excellentes non plus. Ce sont les plus faibles de la typologie. Par contre, la survie des porcelets est meilleure. Les résultats de reproduction ne sont pas fantastiques non plus. Alors, où est-on? Qui sont ces élevages? Bien, ce sont aussi des élevages plutôt petits qui peuvent se trouver hors Bretagne et on a une très forte proportion d'élevages des départements d'outre-mer. Voilà, donc là, ce sont des élevages en bâtiment conventionnels. On a un petit peu de maternité liberté, mais surtout des cages ascenseurs, pas mal. Donc, sans doute des efforts pour faire de la prévention et essayer de réduire la mortalité.
Le groupe 3, qui est le groupe 3? Donc, j'ai dit 42, je suis désolée, mes lunettes bug. Tout à l'heure, c'était 12%. Là, c'est aujourd'hui, maintenant, dans ce groupe 3, 42% des élevages. Donc là, la taille de portée commence à s'améliorer. Et on a aussi la taille de portée sevrée commence à s'améliorer. Et les tailles de portée sont aussi élevées. Par contre, les pertes en maternité ne sont pas excellentes. On a 18% de pertes sur nez vivant, ce qui est quand même assez élevé. La fertilité est bonne, voilà. Et on commence à voir des nourrices ou du sevrage artificiel dans ce profil-là. Ce sont des élevages qu'on trouve un peu dans toute la France, qui sont de taille moyenne. Ce sont des élevages conventionnels en bâtiment. Et là, on va trouver un petit peu de maternité collective, des maternités liberté aussi un peu, et des cages ascenseurs. Le groupe 4, alors le groupe 4, lui, 34% des élevages. Alors là, on a beaucoup de verts dans cette catégorie-là. Donc en fait, c'est un groupe où on a des sevrages, des tailles de portée sevrées qui dépassent 13, une prolificité qui est plutôt élevée, avec 16,2 nez totaux, et des niveaux de perte qui sont finalement verts, que j'ai mis en vert, donc qui ne sont pas très élevés non plus. Des performances de reproduction excellentes, donc ce sont des bons élevages. Là, on a un taux de truies nourrices et de sevrage artificiel qui est élevé. Ce sont cette fois des grands élevages qu'on va trouver majoritairement en Bretagne, pas que, mais majoritairement. Des élevages conventionnels en bâtiment. Là, on a on a plus de maternités collectives, quelques maternités liberté et pas mal de cages ascenseurs, beaucoup plus. Je pense que c'est la catégorie où on a le plus de cages ascenseurs, pratiquement. Presque, non. Et le groupe 5, le dernier groupe. Qui est ce dernier groupe? Alors, c'est un petit groupe à nouveau. Donc, c'est un club très fermé. Donc, 9% d'éleveurs. Ce sont les éleveurs qui ont les tailles de portée sevrées maximum. Ils sèvrent plus de 14. Ils ont aussi les tailles de portée nez vivant, nez totaux maximum. On a du 18 nez totaux. Voilà. Et des niveaux de perte sur nez totaux, finalement, qui sont assez comparables à celles du groupe 2, qui sont en tout cas supérieures à celles du groupe 4 qu'on vient de voir tout à l'heure. Performance de reproduction excellente. On voit une très forte proportion, relativement aux autres groupes, des truies nourrices et de l'allaitement artificiel. Donc, un focus qui est mis sur la gestion de l'allaitement dans ce type d'élevage. Ce sont là encore des grands élevages, ils sont même un peu plus grands que dans le groupe 4. Ils sont surtout bretons, des élevages conventionnels, voilà, avec aussi des maternités collectives, aucune case liberté dans ce groupe et un peu de cage ascenseur. Donc clairement, par rapport à la question qui était posée au départ, le groupe 4 semble être un groupe dans lequel on va trouver des élevages qui très probablement concilient le mieux, ou dans l'échantillon, les trois critères, sevré, prolificité et perte. Alors, si on représente les élevages de ces groupes sur un graphique, sur plusieurs graphiques, oui, on va conclure. Donc, du coup, on confirme la relation favorable entre sevré et nez vivant, et on peut voir la variabilité des résultats. Et j'ai représenté ici le groupe 4, qui est notre groupe champion, et le groupe 3, en bleu. On voit que leurs résultats se situent dans la même plage de prolificité pour ces deux groupes, mais le groupe 4 a beaucoup plus de sevrés et moins de pertes. Donc, je vais arrêter là pour conclure. Donc, vous aurez dans le papier des informations sur l'impact des ascenseurs, l'impact des maternités liberté, sachant que dans l'étude, les échantillons étaient un petit peu faibles pour apporter des conclusions vraiment très solides. Donc, les conclusions du travail. Donc, l'étude a confirmé la forte variabilité des résultats d'élevage et de sevrage et de survie, le rôle ambivalent des grandes portées dans l'explication des écarts, mais la typologie fournit des conclusions plus nuancées. Elle montre que la maîtrise de la survie est difficile à tous les niveaux de prolificité, y compris dans les élevages qui ont moins de 14 nés vivants, des portées modestes. Que dans une plage de 14 à 16 nés vivants, il semble possible de concilier des bons niveaux de sevré avec des mortalités maîtrisées, comme nous l'indique ce fameux groupe 4. Que certains facteurs favorables ont été confirmés, par exemple l'importance des stratégies d'allaitement dans les grandes portées, de modes de logement et des élevages de grande taille avec une main-d'œuvre spécialisée. Et en perspective,
Les références G3T, les données qu'on a utilisées sont utiles pour accompagner les démarches de progrès, mais il serait nécessaire à l'avenir d'agréger de nouvelles informations sur les pratiques d'élevage, les équipements, les logements, pour comprendre les secrets des élevages qui concilient prolificité, sevrée et survie au mieux possible, et puis pour proposer des objectifs qui seraient adaptés à ces nouvelles maternités alternatives. Je vous remercie.